ya liboso mutu atuti tolo awa zate. Biso otosali eza devoir na biso comme gouvernement. Et d'ailleurs, Kinshasa, Bakinois nyonso, il faut considérer que eza occasion bola qui s'appelle solidarité nabino. Fondation à première dame et la kisi solidarité nango. Pourquoi pas lobby pe biote Fabrice na bande komususu awa toyoki ke bazana kokoso ya bilamba biloka mike bokipe ko sangana bino ba journaliste ba pandisango bokipe ko sunga baninga eza ba compatriotes eza devoir na bisonyo sur face à ba situation à boy. Je crois que waneze loka mutuya batunyo se faut bala nango. Avana ya nolayo kasi na motuna otuni ndeko ministre ya lotiliki. Il faut limbola mwa mukie. Olimbola motuna na yo. Po motuna na yo zaki mwa flou. Dragage ministre oyebi yango. Mais dragage eza na français. Loba on a lingala. Masini ya lotiliki. Hein? Mais reprenez la question pour que je m'assure qu'on vous donne la bonne réponse. Voilà. L'entreprise Moussouba Funda que au bloqué marché au bango ba ko soué au bazali ko proposer marché à ko draguer il y a ko somba dragage complet pour na Inga. Vous avez capté la question, monsieur le ministre? Ok, vous aurez l'occasion d'y répondre. Responsabilité, il y a que ça la kemboke à la propre et sa responsabilité na bisonyos. Plastique est pour la rater. Ce qu'on a terrassé au que ça la 100 ans wana. L'air au bois kakango mutafunda kayo peta. Est-ce que bino ba pandisango na bomoni ya makambo toti komona. Bokoki ko s'engager te na biso a tolo bake Kinshasa zéro plastique. Ezapek o ya biso contribution tokoki komema. Lo hier yo melarama inayo wana na mlangi ya plastique. Est-ce que yebi place bois kamaka? Parce que les lobo kendawa côté na biso awa na rivière de la Gombe awa pembeni awa. Bota la ba quantité ba plastique ezawana. Et outie pa banani. L'air ba makambo ya kabo mingi total à l'état. Ndenge mineta lobiawa. L'été zakape biso nyos. To sunga l'état pour battre la biso balamu. Que biso moko peto adopter ba habitude. Ceux qui balobi ba tonga na zone non édificante ko tonga kunata. Ceux qui balobi ba vanda ka pembeni ya érosion telte ko vanda kunata. Ceux qui pe omoni réseuse ko pusana au planter pe bambou. Olobi a na commune abiso ba député pe ba alaka bo telemina ba député bobi to cha ba bambou to batela ba zone abiso na ba érosion. Et la kisité kaka nyonso l'état des fois telema. Biso pe to ki ko telema to salina l'état pour na ko assurer sécurité to pe protection na biso. Monsieur le ministre des ITPR et anona mutuna ya ndeko Fabrice. Ndeko Fabrice, bonsoir. Soki olobi que curage eza ko sala matin na Kinshasa na ndimite kolobi ya solo. To salaka ba programme ya curage. Problème o tozali nango ezali répétition. Oyebi que okoki kosala curage lelo ya caniveau lelo. Dans un mois, caniveau etondi lisusu. Wana eza phénomène toza ko vivre biso nyonso awa. Toza pe na habitude na biso ba comportement na biso awa na Kinshasa. O tomonaka ba caniveau lokola ba poubelle. Mutu nyonso koleka na nzela, mwa bouteille ya sisi komela abwaki na caniveau. Okamati mwa eloko déchet nyonso za nango obwaki na caniveau. Oyebi ke na poto soko sali bongo bakangi yo. Oyebi? Alors, toyokana. Et bakangaka bokanisa te ke eza parce que police na biso za ko réagir te. Kuna population yango moko mutefunda ka mutu. Nani asaka mata téléphone na ye abengi police te na utemona mutu abwaki bouteille na kati ya caniveau. Non, tolo banape ya solo. Ozo comprendre. Ezana ba comportement mususu oyo biso moko pe photo changer. Yango ne tozo koloba il faut to sungana. L'état na population il faut to sungana pour na ko résoudre ba problème na biso. Problème tant malobaka l'état ezaka gouvernement te. L'état ezali gouvernement, ezali population, ezali biso nyos. Parce que ce qui problème est quoi il est là
mutu nyonso o aza koleka na nzela akovivre ba phénomène wana. Donc liboso na c'est que ba curage peut-être que ça kosalama na ndenge elongo banité, c'est-à-dire tozo sala na ndenge rythme o esengeli parce que malheureusement ba caniveau eza kotonda beaucoup plus rapidement. Au kosala lelo un mois après il faut le sosonga po baye ko susu ko boa kabiloko na kati. Wana eza liboso. Mais yami balé soki olobi que parce que ba curage salamité nde batu bakufi wana ndeko na ko lando na nzela wana te. Parce que batu bakufi lelo pour un problème il y a inondation liée au phénomène climatique. Autolobie catastrophe liée au dérèglement climatique. Rivière Anjili est tondi par il y a climat et ça pour une abondance il y a maille. Pour la pluie mbula eleka ki mingi yango mtetindi que rivière Njili est tonda. Ozo comprendre. Donc ez un phénomène moko nde tolobaki tout à l'heure ezali imprévisible. Yango mutu ememi ba conséquences toza ko vivre ba dégâts o toza ko vivre. Ya solo penandima ki yango tout à l'heure na lobby oui tokoki ko atténuer ba conséquences mususu yango na esengi que ba disposition lokola ba dragage ya fleuve pour ma fleuve ceux qui mboule beti et mati makasi il faut rapidement que lukandeni toko draguer yango pour na to kitisa mai niveau ya mai wana toko sala yango pe ba curage pe toko sala donc likambo ezali awa to lié ba phénomène wana mi balete parce que toza na katia situation moko d'urgence, situation moko imprévisible, situation à catastrophe. Merci. Allez-y pour votre question pour le ministre de la Santé strictement. Et puis nous allons continuer cet exercice. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole du gouvernement. Je vais droit à la question au ministre de la Santé. Vous venez de nous citer là les noms des sites que vous avez aménagés pour accueillir ou héberger les sinistrés. Mais sur le terrain, nous étions présents. Il y a certains sinistrés qui ne savent pas la localisation de ces sites-là. Est-ce que vous avez prévu une communication via ou par le biais de relais communautaires pour passer le message et que ceux-là qui passent nuit à la Belle Étoile et a tout perdu sachent où aller? Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. D'abord, je répète que nous étions sur terrain. C'est d'ailleurs nos services qui ont beaucoup amené les personnes qu'on ressortait de leur maison parce que beaucoup étaient très fragiles. Ce sont nos ambulances qui ont amené beaucoup de personnes au site. Nous avons communiqué effectivement à des sites en ce moment-là. Oui, il est important de continuer à communiquer pour que les gens ne soient pas en manque d'informations. Mais les sites ne sont pas très compliqués. C'est le stade Tata Raphaël et maintenant c'est le stade de Martyrs. Nous avons gardé le site Lumumba comme un site de transit parce que c'est une école. On ne va pas garder les personnes là-bas, d'une part, et d'autre part, au niveau notamment des installations sanitaires, vu l'afflux de personnes, on n'a pas voulu garder ce site-là définitivement. Donc, les sites, c'est très simple, c'est vraiment le stade Tata Raphaël et on rajoute là-dessus le stade de Martyrs. Bien entendu, pendant ce temps-là, il y a beaucoup de personnes aussi qui ont été sinistrées, mais que nous n'avons pas rencontrées parce que chacun a essayé de s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Mais tout ce que nous faisons, cet exercice que nous faisons, permet aux gens de savoir effectivement où est-ce qu'ils doivent être pris en charge. Et je répète que leur prise en charge est aux frais du gouvernement. Donc il n'y a personne qui doit avoir peur, ni pour sa santé, ni pour son hébergement, que ce soit taxé. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Santé. Vous devez vaquer à d'autres occupations justement liées à la gestion de cette crise. Il y a plusieurs questions. Lorsque nous étions à l'hôpital Vijana, il y a une maman qui ne retrouvait pas ses enfants parce qu'il y a eu justement de cas de ce type. Donc il faut considérer qu'aujourd'hui, nous faisons ces briefings, mais de manière régulière, nous reviendrons avec des éléments au fur et à mesure que les informations vont tomber parce qu'il y a des familles qui connaissent des cas spécifiques. On va continuer avec Monsieur le ministre des Infrastructures. Quelles sont les réponses les plus rapides que vous avez données lorsque vous avez été informé justement de ces crues au niveau de la rivière Njili, parce que c'est les cas qui a le plus focalisé des attentions hier dimanche, mais il y avait déjà les érosions sur la nationale numéro 1. Qu'est-ce que vous avez pu faire en premier? Donc je pense qu'il faudrait peut-être y aller progressivement selon
la survenance des événements. Comme vous l'avez souligné, en fait, les pluies torrentielles, et je dirais exceptionnelles, que nous avons vécues, ont d'abord créé des dégâts importants sur la route nationale numéro 1. L'axe entre Kinshasa vers la route de Matadi, et essentiellement à hauteur de Matadi-Kibala, à hauteur de Mitendi, et un peu vers Kasangulu, où effectivement on a observé des phénomènes tels que les érosions, mais aussi un grand ensablement de la route à cause justement du fait que la pluie charriait, avec l'écoulement des eaux, charriait énormément de quantité de sable ainsi que des immondices. Donc le premier phénomène qui a été observé, ça c'est la nuit de vendredi à samedi, c'était justement l'érosion qui a le plus marqué notre attention. Et donc, les équipes de l'Agence congolaise des grands travaux qui sont déployées sur cette route se sont très rapidement déployées sur terrain et nous avons demandé qu'ils puissent intervenir sur l'érosion. Parce que cette érosion, je crois que les images ont circulé dans les réseaux sociaux, nous avions une partie de la route qui était entamée. Et l'autre partie de la route, là je parle du site de Kasangulu, l'autre partie de la route était déjà menacée parce qu'il se retrouvait en porte-à-faux. Et c'est donc là que nous avons commencé par concentrer les interventions. Il y a eu des apports, des rechargements qui ont été faits avec des concassés, des moellons, pour pouvoir stabiliser l'endroit et stopper ainsi la progression de l'érosion. C'est ainsi qu'un peu plus tard, dans la soirée de samedi, nous avons pu, la circulation a pu être rétablie sur une partie de la route. Parce que vous imaginez bien toutes les conséquences en termes d'embouteillage. Et en même temps, l'ensablement aussi de la route était pris en charge un peu plus bas, donc vers Mitedi et Matadi-Kibala. Donc, dans la journée de samedi, on a pu commencer à voir la circulation se rétablir progressivement. Alors, pendant que ce phénomène se passait, que nous étions concentrés sur cette route nationale numéro 1, le phénomène dont vous avez parlé tout à l'heure, le phénomène climatique, de dérèglement climatique, avec la quantité d'eau qui était tombée, et vous savez que cette pluie était beaucoup plus concentrée vers le Congo central. Il y a des rivières telles que la rivière Luzumu, ainsi que la Luzuma qui donne sur la Lukaya, et la Lukaya qui donne sur la rivière Njili. Les eaux de ces rivières ont été totalement débordées. Et donc, elles ont commencé, bien sûr, puisqu'elles se jettent sur Njili, elles ont progressivement commencé à faire monter les eaux de Njili. Alors, compte tenu de la quantité d'eau qui tombait, le fleuve Congo, qui est l'exutoire final pour la rivière Njili, s'est retrouvé lui aussi avec un niveau d'eau qui ne pouvait plus recevoir les eaux de Njili. Et donc, il y a eu comme un refoulement du fleuve vers maintenant la rivière Njili. Alors, la rivière Njili n'ayant plus d'endroit pour pouvoir déverser ses eaux, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à s'étendre, à s'étaler dans tous les quartiers qui lui sont contigus. Donc, c'est ça que nous avons vécu dans le quartier Tchangou. Et lorsque vous êtes en face d'un phénomène comme celui-là, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est d'attendre la réduction du niveau d'eau. Donc il faut attendre que les eaux baissent parce que vous ne pouvez pas pomper ces eaux. Vous n'avez pas d'endroit où vous allez les déverser. Et c'est impossible. Donc il faut attendre que les eaux descendent pour que l'on commence à intervenir. Donc c'est un peu le phénomène que nous avons connu. Et comme vous pouvez le constater, c'est que les pluies avaient déjà arrêté de tomber parce que c'était entre vendredi et samedi. Mais ce qui s'est passé au niveau de Njili, l'inondation du pont, l'inondation des quartiers, c'était beaucoup plus la nuit à partir de samedi jusqu'à dimanche. Et donc le temps en fait que les eaux puissent se déverser. Et voilà. Et donc il a fallu attendre que les eaux baissent pour que l'on commence à prendre en charge d'abord, comme vous savez, il y a eu énormément de populations qui étaient bloquées d'un côté comme de l'autre. Dans un premier temps, il n'y a que des véhicules assez hauts qui pouvaient se permettre de passer dans ces eaux-là. Donc on a essayé
d'évacuer les populations progressivement d'un côté de l'autre, jusqu'à ce que, comme je dis, que les eaux baissent et que progressivement les autres véhicules puissent passer. Monsieur le ministre, on aura évidemment l'occasion de revenir parce qu'il y a encore d'autres pluies qui sont annoncées. En tout cas, nous sommes dans la saison pour savoir quelles sont les dispositions que vous avez prises. Mais en attendant, Monsieur le ministre de Ressources hydrauliques et électricité, nous savons qu'il y a une usine sur la rivière Ndjili. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour ce qui vous concerne en termes de conséquences de ces pluies ou de ces inondations sur le système de fabrication, si je peux me permettre le terme, d'eau dans la ville, les systèmes de distribution, et qu'est-ce que vous avez constaté, qu'est-ce que vous avez pu faire à ces stades avant que nous puissions prendre la question des journalistes? Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Donc, pour la situation qui est de l'eau et de l'électricité, nous avons effectivement été sensiblement impactés par les dernières pluies. Et de ce qui concerne la production d'eau, sur les 7 usines de production d'eau dans la ville de Kinshasa, 3 ont été sensiblement impactées. Il s'agit de l'usine de Lemba Imbu, l'usine de Ndjili, ainsi que l'usine de la Lukaya. Alors, comme vous avez si bien dit, ce sont des points de captage. C'est à ce niveau-là que nous avons des captages d'eau pour le traitement et c'est pratiquement ces usines-là qui ont été le plus impactées. Et nous avons aujourd'hui fait le nécessaire pour reprendre les activités, notamment pour l'usine de Lukaya où les équipements ont été retirés, notamment les moteurs et les pompes, pour effectuer une opération de séchage, le temps de leur mettre en condition. Ça nous prendra pratiquement 48 heures pour les plus rapides, mais plutôt pour l'usine de Ndjili dont on a pu avoir l'accès. Notamment aujourd'hui, nous pouvons encore compter 3 à 4 jours si les conditions de séchage restent dans les mêmes normes que nous avons et s'il n'y a plus des influences majeures sur la situation du réseau d'adduction d'eau. Pour ce qui est du secteur de l'électricité, l'impact était d'abord préventif parce que nous avions eu au samedi pratiquement 159 cabines qui ont été mises hors service. Certaines étaient dans les zones qui ont été pratiquement impactées, mais aussi on a fait de la prévention aussi pour éviter qu'il y ait des électrocutions. Oui, des électrocutions et des conséquences assez plus dramatiques. Et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'à lundi, nous avons pratiquement 38 cabines seulement qui sont hors service et 121 cabines ont été remises en service. Dans la zone ouest de Kinshasa, nous avons connu un écroulement des lignes. Et dans la zone sud aussi, nous avons connu aussi des écroulements des lignes. Nous sommes en train de faire le nécessaire aujourd'hui avec les équipes de la SNEL pour pouvoir reprendre les différentes lignes affectées. Mais la tendance pour le secteur de l'électricité aujourd'hui s'annonce beaucoup plus mieux parce que nous avons pratiquement près de 70% des cabines qui ont été reprises. Donc nous attendons dans les 48 heures que nous reprenons encore l'usine de la Lukaya ainsi que... L'usine de la Lukaya, elle est située où? C'est pratiquement dans la commune de Mongafula. C'est entre Kinshasa et les Congo central? C'est à l'entrée, je peux considérer ça à l'entrée de la ville, donc aux abords de Kimwenza. Alors, Monsieur le ministre, avant les questions, il y avait des quartiers entiers à Kinshasa qui ne sont pas desservis par l'eau. Est-ce que vous les avez sûrement déjà identifiés? Peut-être que le directeur général de la Régie des eaux nous donnera des détails, mais quelles sont les réponses que vous avez données à ces populations qui n'ont pas accès à l'eau du fait justement de ces inondations? Ce qui est vrai, l'impact sur l'usine de Ndjili, c'est pratiquement 330 000 mètres cubes d'eau par jour, ce qui fait que c'est pratiquement l'usine la plus importante en termes de production d'eau potable qui est affectée. Et c'est pratiquement 14 communes qui sont affectées par ce problème. Mais nous avons plus développé des réponses d'urgence, notamment par la mise à disposition des camions citernes qui permettent de faire la ronde dans les 14 communes affectées et pouvoir desservir les populations en eau. Et ça reste des solutions d'urgence. Mais nous avons fait aussi une concentration sur les sites sur lesquels on a placé les personnes affectées, notamment au stade du Tata Raphaël et au stade de Marty, où nous avons positionné des camions d'une capacité de pratiquement 20 mètres cubes de capacité pour pouvoir essayer un peu de desservir en eau à toutes ces populations.
Voilà, merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour ces premiers éléments qui montrent d'ailleurs, Monsieur le ministre d'État, comment le gouvernement très rapidement a pris en main les conséquences de la gestion des conséquences de cette catastrophe naturelle. Peut-être qu'avec les questions de journalistes, on pourra être plus détaillé pour permettre à notre population de comprendre ce qui a été fait, ce qui s'est passé et les mesures, parce qu'il faut envisager des mesures. Et on va commencer avec M. Aimé Mutombo pour les questions, qui sera suivi de M. Serge Nseka. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Com, pour la parole. J'ai 3 petites questions. La première, je vous la pose. Il y a 1 année et demie, si ma mémoire est bonne, vous avez parlé d'un briefing ici de la construction d'une nouvelle ville. Je ne sais pas, le projet, il est à quel niveau? Et au ministre des Infrastructures, j'ai 2 petites questions à poser. Il y avait un projet Kinshasa zéro trou. Aujourd'hui, à Kinshasa, on ne peut pas faire 100 mètres sans voir un nid de poule. Nous circulons à Kinshasa, nous voyons ce qui se fait. Il y a un sérieux problème. La voirie de Kinshasa est en train de se détériorer davantage. Il y a 2 projets, le chef de l'État en a fait même allusion pour qu'on puisse accélérer, qui sont presque aux arrêts. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que le projet Zéro Trou, vous avez parlé de la première phase, et la deuxième phase, elle va commencer quand? Au ministre de l'électricité, Ressources hydrauliques et Ressources hydrauliques et électricité, merci, Excellence. Vous avez parlé de 4 jours encore qu'on doit attendre. Alors, il y a 2 pluies qui ont été annoncées par la Metelsat. Est-ce que vous avez prévu des mécanismes pour prévoir, parce que beaucoup de quartiers, 14 communes au total, ils n'ont pas de l'eau, ils n'ont pas de l'électricité. Que comptez-vous faire par rapport à ça? Enfin, dernière question, Monsieur le ministre de la Communication. Il y a des quartiers où les eaux ont commencé déjà à partir. Par rapport aux urgences que le gouvernement doit faire, je demande ici que si on peut commencer rapidement à désinfecter les résidences des gens, parce que les eaux qui sont venues, il y a tous les déchets possibles des toilettes qui s'ensuivent avec des microbes et des impuretés. Si le gouvernement peut commencer aussi par ça, dans d'autres quartiers que nous avons vus à Kinshasa, commencer à désinfecter. Et voilà, c'est ça mes questions. Merci pour vos 4 questions. J'espère que les autres ne feront pas comme vous. Monsieur le ministre d'État. Bien, merci, monsieur Aimé Mutombo, pour la question. Kinshasa zéro trou, ça, c'est une question qui revient sans cesse. Et je vais encore y répondre en reparler sans cesse. pour une énième fois. Il faut d'abord partir du concept. Que veut dire Kinshasa zéro trou? Kinshasa zéro trou, le concept était un concept qui se voulait un concept en vision, en projection. Et nous devions effectivement réaliser ce projet en phase. Vous ne pouvez pas prendre plus ou moins 3000, si on doit compter toute la voirie de Kinshasa, à peu près 3000 km en une fois. Donc, en fonction des moyens qui avaient été disponibilisés, nous devions aller progressivement en nous attaquant aux différents trous ou aux différentes artères sur lesquelles il y avait tous ces phénomènes de trous sur les artères. Donc, nous avions commencé avec à peu près 86 km dans la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, comme vous le savez, 86 km, ça ne représente à peu près, et là je parle du pourcentage des avenues asphaltées, je ne parle pas de toute la ville de Kinshasa, les avenues asphaltées, si vous prenez 86 km, vous êtes à peu près à 10% de la ville, n'est-ce pas? Et donc ça, c'était la phase 1 de ce projet Kinshasa zéro trou. Alors, qu'est-ce que nous voulions faire à ce moment-là? Nous prenions par exemple une avenue comme Kasavubu. Nous identifions les axes, plutôt, les tronçons ou les sections, pour être plus précis, les sections qui sont dégradées. Et ces sections-là, nous les réparons. Mais lorsque vous réparez une section dégradée aujourd'hui, il faut savoir que demain, une autre section peut se dégrader parce que la plupart de la voirie
de Kinshasa, le gros de la voirie de Kinshasa, est déjà atteint un âge où, logiquement, on devrait faire une réhabilitation complète. C'est-à-dire, on ne devrait pas aller en attaquant des sections, mais réhabiliter totalement les avenues. Mais si vous voulez réhabiliter totalement, vous comprenez bien que ça a des conséquences budgétaires. Donc, nous, au ministère des Infrastructures, nous nous sommes dit, écoutez, si les moyens ne sont pas encore disponibles pour pouvoir réhabiliter toutes les artères de Kinshasa, allons-y d'abord sur les artères dont les sections sont fortement dégradées. C'est pour cela que, par exemple, je ne sais pas si vous nous avez accompagnés dans nos différentes descentes, vous allez remarquer que lorsque nous visitions le projet Kinshasa Zéro Trou, on allait par exemple sur Kasavubu, on va vers le marché central, on regarde ce qui a été fait, et puis on va encore plus loin, toujours sur la même avenue, là où on est intervenu. Donc on n'est pas intervenu sur l'ensemble des avenues, mais sur les sections qui étaient dégradées. C'est ça Kinshasa Zéro Trou. C'est pourquoi nous disions qu'il faut aller en phase, parce qu'on a commencé par à peu près 10%. N'est-ce pas? Alors, vous me dites à quand la phase 2? Eh bien, la phase 2, aujourd'hui, est prise en charge par d'autres projets. Aujourd'hui, on parle du projet 3 communes. Aujourd'hui, on vous parle du projet 27 km de la ville de Kinshasa. On vous parle du projet Point Chaud. Donc, nous avions estimé que ce qui restait à faire, donc les autres phases qui restaient à faire, pouvaient être prises en charge par d'autres projets, que ce soit de la ville ou logés au niveau de l'office de voirie et de drainage. Et donc, voilà pourquoi, aujourd'hui, je pense que vous avez pu sûrement vous en rendre compte que si vous allez à la Gombe aujourd'hui, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'artères qui sont en train de revêtir une nouvelle couche, des couches de roulement. Je pense que tout le monde visite la ville de Kinshasa. La Gombe, nous sommes déjà en train Je peux témoigner sur l'avenue Tombalba où se situe le ministère de la Communication et des Médias. Voilà. Un témoignage direct, ce n'est pas parce qu'il est membre du gouvernement. Et donc, si vous allez dans des axes comme Kabambare, vous allez dans des axes comme Wakadingi, il y a différents axes qui sont pris en charge par les différents projets dont je viens de parler. Mais il faut aussi se rendre compte d'une chose. Lorsque on réhabilite des voiries, ce n'est pas une petite bicoque qu'on est en train de réhabiliter. La réhabilitation des voiries nécessite une phase préparatoire. Cette phase préparatoire, c'est ce que nous appelons les études. Nous avons reçu des instructions très claires de la part du président de la République, chef de l'État, qui veut que la voirie de la ville de Kinshasa ne continue pas à se dégrader tous les jours. On construit aujourd'hui, 6 mois après, vous voyez des nids de poules apparaître. Parce que, justement, il faut faire les choses en profondeur. On ne va plus venir colmater des trous. C'est-à-dire, comme on l'a fait avec Kinshasa Zéro Trou, où on faisait juste des interventions sur des petites sections. Ce que nous voulons maintenant faire, l'approche actuelle, c'est de dire, nous allons en profondeur. Pour éviter, justement, que quelques jours plus tard, il y ait des critiques qui apparaissent pour dire, les travaux sont mal faits, la qualité des travaux est mauvaise. Donc, maintenant, nous commençons d'abord par la phase d'étude. Et cette phase d'étude est nécessaire. Pourquoi? Parce que c'est là que l'on crée, que l'on se rend compte s'il faut des assainissements. Et le dimensionnement des différents caniveaux. Parce que l'un des problèmes que nous rencontrons dans la ville de Kinshasa, c'est aussi le problème d'assainissement. Comment est-ce que nous gérons la quantité d'eau? Nous allons y revenir dans ce problème d'inondation. Nous avons une forte pluviométrie, donc il faut que les assainissements soient bien faits avant de s'attaquer à la chaussée comme telle. Donc vous allez voir qu'il y a des projets pour lesquels le ministère des Finances a déjà positionné même les moyens. Mais il faut faire des études en profondeur pour s'assurer que lorsque vous allez construire cette route, l'assainissement est aussi prévu. Je vous donne un exemple concret. Le grand marché de Kinshasa. Le marché central de Kinshasa, aujourd'hui, est pratiquement terminé. Mais pourquoi il n'est pas réouvert? C'est parce que toutes les voies d'accès, tout autour du marché central, malheureusement, sont dans un état de dégradation très avancé. Mais au-delà de la chaussée, si vous réhabilitez la chaussée aujourd'hui, vous allez vous heurter à un problème d'assainissement. Parce que
qu'il faut gérer les eaux. Les eaux qui vont sortir de ce marché central, les eaux qui viennent un peu de toute cette contrée. Vous savez par exemple que le jardin botanique aujourd'hui est totalement inondé parce que les égouts qui sont là-bas sont totalement aujourd'hui obstrués. Donc nous voulons cette fois-ci faire des travaux qui vont être des travaux qui vont durer et qui vont tenir compte de la nouvelle donne climatique que nous avons aujourd'hui, qui est le phénomène de ces pluies diluviennes que nous sommes en train d'observer dans la ville de Kinshasa. Donc, le gouvernement, aujourd'hui, a des réponses, et je l'ai dit justement parce qu'il y a des travaux qui sont en cours actuellement, je pourrais vous les citer ici, si c'est nécessaire, mais avec une projection en termes non seulement de qualité, de durabilité et de résistance à tous les phénomènes climatiques. Voici la nouvelle approche que je pourrais dire, et une réponse pas seulement au phénomène, ou plutôt au projet Kinshasa Zéro Tour, mais à tous les projets de voirie qui sont actuellement en cours d'exécution dans la ville de Kinshasa. Voilà, Monsieur le ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Merci. Je pense que la question elle est pertinente, mais en même temps, ce qu'il faudra savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation de catastrophe, un débordement. Généralement, la protection sur nos périmètres des captages, parce qu'ici, il s'agit d'un point de captage où nous soutirons de l'eau qui sera traitée. La protection qui se fait autour de ce périmètre... Non, pardon, Monsieur le ministre, quand vous dites point de captage, par exemple, l'usine qui a au niveau des Maingili, tel qu'on l'appelle communément, c'est un point de captage. Donc nous avons un point de captage qui reprend, qui ramène pour le traitement, c'est-à-dire on y va. Alors l'usine aujourd'hui est pratiquement affectée par un débordement des eaux, c'est-à-dire non seulement que la configuration actuelle ne sera qu'une question conjoncturelle, mais ça nous pousse à réfléchir sur des solutions structurelles. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons d'autres précipitations qui arrivent, nous allons peut-être stopper l'usine, nous allons déployer les camions, mais ça ne sera pas la grande solution. La grande solution aujourd'hui serait de voir autour de l'usine la question sur les drainages des eaux et la question sur la déviation des eaux. Parce que les dimensionnements des usines, ça s'est fait par rapport à des estimations d'inondation. Nous avons des usines construites avec une inondation estimée sur une fois les 60 ans. Et aujourd'hui, on doit estimer faire des dimensionnements pour une fois les 200 ans. C'est-à-dire ça va nous pousser à revoir les canalisations tout autour et remonter, par exemple, nos systèmes de protection en forme de digues pour protéger ces usines-là. Donc aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire que nous avons d'abord ressorti ces équipements-là pour les sécher, et dans l'espoir que nous n'aurons pas de précipitations rapides, mais actuellement, la réflexion la plus profonde aujourd'hui, je pense que même le directeur général de la Régie des eaux peut-être peut expliquer encore de manière opérative, c'est pour réfléchir sur comment protéger ces installations sur le long terme si nous avions des catastrophes qui peuvent arriver. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des précipitations de cette année. Qu'en dire de l'année prochaine ou dans 2-3 ans, il faudra maintenant qu'on pense sur des protections structurelles, sur les déviations des eaux ainsi que les systèmes de drainage autour de nos usines. Voilà, merci beaucoup. Alors, sur la première question, sur la construction d'une île, je pense que nous avions parlé du projet Kinelenda. Je pense que c'est plutôt au niveau du ministère de l'Urbanisme et Habitat qu'il faut chercher des détails. On aura l'occasion de revenir dessus sur la question, parce que nous aurons aussi le gouverneur de la ville dans les jours qui viennent pour qu'il arrive à dire tout ce qui s'est fait, parce que vous avez soulevé une question pertinente en rapport avec ces besoins de faire la désinfection, en tout cas des abris ou des maisons qui ont été touchées par ces eaux. Le ministre de la Santé vous l'a dit tout à l'heure, que toutes ces questions, en fait, vous savez, lorsque vous êtes en face d'une telle crise, elle peut arriver en 1 ou 2 jours, mais les conséquences que vous devez gérer se projettent sur de longs mois. Et donc là, dans un premier temps, l'urgence était de nous assurer qu'on a évacué les personnes qui étaient dans les zones à risque. Celles qui devaient être dans les abris le sont, celles qui sont dans les hôpitaux les sont. Et maintenant, nous allons travailler progressivement à apporter la réponse. Et puis, il y aura, je crois, un sujet difficile que nous abordions avant les débuts de ces briefings avec le ministre des Infrastructures, c'est que toutes les populations riveraines ou qui habitent les zones non édificantes, en tout cas pour celles qui ont connu cette situation, ce n'est peut-être pas sûr qu'ils retourneront vivre là-bas. Parce que les risques sont là et il faut que l'État arrive à tirer des conséquences. Ça, c'est un point de friction, mais c'est un point qui est essentiel.
Parce qu'aujourd'hui, dans la stratégie du gouvernement, le président de la République parlait de durabilité vendredi dernier. Le ministre des Ressources hydrauliques vient de l'aborder. Il y a la part, évidemment, de ce que le gouvernement doit faire, mais il y a aussi la part de ce que les uns et les autres doivent faire pour nous mettre à l'abri en cas de situation de cette nature. On va prendre les questions de M. Serge Seka. Merci, Excellence, Monsieur le Ministre, pour la parole. Je tenais de prime abord à saluer la dextérité et la rapidité avec laquelle les gouvernements s'étaient vertués à prendre en charge les victimes de cette catastrophe. Parce qu'il y a exactement une année, on était dans un briefing avec l'ancien ministre de l'Intérieur pour parler de l'autre catastrophe qui est intervenue il y a une année pour parler de la même chose. C'est vrai que ce sont des phénomènes naturels, mais ma question est transversale, Monsieur le ministre. Quelles sont les dispositions qui ont été prises depuis une année pour prévenir ce qui est arrivé, parce qu'on continue à construire le long de rivières. On continue à distribuer des titres et des propriétés. On continue à ne pas curer le caniveau. Alors je pense qu'avec l'expérience, on a quand même le moyen de prévoir plus ou moins ce qui peut arriver. La science aidant avec la météo aujourd'hui, on peut prévoir plus ou moins ce qui peut arriver. Deuxième question, à vous, Excellence, Monsieur le Ministre. On a vu le gouvernement à l'œuvre. Mais je me pose la question, la place de la ville de Kinshasa. On a comme l'impression que le gouvernement est en train de faire tout et que la ville de Kinshasa vient à la traîne alors que la décentralisation accorde des compétences et des moyens pour que certaines questions de proximité puissent trouver directement réponse. Est-ce que vous êtes tellement dans la suractivité que vous prenez la place du gouvernement central, le gouvernement provincial, ou il y a autre chose? En ce qui concerne la distribution, troisième question, Monsieur le ministre des Ressources hydrauliques, est-ce que le réseau Régie des eaux est connecté? Parce que du côté est, des usines sont en arrêt, mais si on prend Ngaliema, on prend Ozone, on prend Lukunga, si le réseau est interconnecté, on peut aider la population de l'Est. Et là, ça se pose une question de gestion technique de notre réseau au niveau de Kinshasa. Est-ce que c'est sectoriel ou à un certain moment, on peut prendre de l'eau de l'Ouest et l'amener vers l'Est? Donc ça, c'est très technique. On aimerait que vous nous apportiez des solutions prévues concrètement, pas seulement la littérature. Et pour finir, Monsieur le ministre, une information au ministre des Infrastructures. C'est vrai que vous avez parlé de l'état de voirie au niveau ouest, mais je vous informerai que du côté est aussi, la nationale numéro 1 est tellement menacée par des érosions et qu'il y a toujours risque avec les pluies qui arrivent que la route puisse se casser de l'autre côté. Si vous pouvez prendre des dispositions. Merci. Bon, écoutez, d'abord sur la place de la ville, je veux répondre très rapidement pour éviter toute polémique, si c'est ça votre esprit. Le gouverneur de la ville devrait être avec nous ce soir, mais il ne faut pas oublier que nous sommes encore dans l'urgence de la gestion des milliers de personnes. Le ministre de la Santé qui est avec nous est parti justement parce qu'il faut qu'on s'assure de conditions d'hébergement de ses compatriotes. Nous étions tout à l'heure au gymnase de Tata Raphaël où les populations sont logées. Nous étions à l'hôpital Vijana et on a décidé d'aménager des espaces au stade de Martyrs. Et pour ça, les directeurs généraux de la Régie des eaux, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité devaient s'assurer qu'il y a au moins un camion-citerne qui donne de l'eau. Et le gouverneur de la ville, lui, il a plus que tout le monde la charge, parce que c'est lui qui dirige la ville, de s'assurer que toutes ces choses s'effacent de la plus belle de manière pour que ses compatriotes se sentent appuyés et soutenus. Première chose. Deuxième chose, nous aurons l'occasion de revenir avec lui pour qu'il arrive à donner d'autres éléments. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des compétences certaines qui sont exclusives aux provinces que le gouvernement central n'intervient pas. Le gouvernement central intervient partout, et spécialement à Kinshasa, parce que Kinshasa, c'est le miroir de la République. Et donc, il faut situer les rôles des uns des autres dans ces cadres-là, et surtout lorsqu'il y a des vies humaines qui sont menacées, qui sont en danger, et qu'il y a un besoin pour nous d'avoir, parce que l'État, il est d'avoir une réponse institutionnelle forte. C'est celle que nous avons donnée et c'est celle que nous allons continuer à donner.
Voilà. Monsieur le ministre des Infrastructures, il y avait des questions pour vous, notamment la première sur comment on s'est prémuni par rapport à toute cette situation. Alors, je retiens d'abord une phrase. Vous avez dit que ceci devrait être prévisible. Ce qui nous est arrivé durant ce week-end pouvait être prévisible. Moi, je réponds que non. Nous sommes ici en face d'une catastrophe. Et lorsqu'on parle de catastrophe, il y a le caractère inattendu et l'ampleur de l'événement. Donc, déjà, à ce niveau-là, je dirais non, ce n'était pas prévisible. Mais ce que je peux admettre, c'est le fait qu'on aurait pu atténuer les conséquences en termes de dégâts matériels et humains. Les atténuer comment? La première des choses, c'est que, effectivement, lorsque vous observez ce phénomène, le phénomène que nous avons vécu du débordement des lits de la rivière Njili, le premier phénomène, c'est le fait que nous avons les lits, le lit qui était occupé. Le lit de la rivière était malheureusement occupé par nos populations. Et donc, là, ça voudrait dire qu'on a construit de manière anarchique. C'est une urbanisation sauvage, malheureusement. Et les populations qui se retrouvent dans ces zones-là, logiquement, ne devraient pas y être. Il y a une responsabilité de l'État. Une responsabilité au fil des années, parce qu'on a laissé venir les populations s'installer à ces endroits. Mais bon, ce sont justement là ces décisions ou des mesures qui peut-être seront impopulaires, mais que le gouvernement doit prendre. Parce qu'aujourd'hui, nous déplorons 30 morts. Mais si des dispositions ne sont pas prises, demain, nous déplorons davantage. Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, la météorologie nous apprend que ces pluies vont peut-être devenir de plus en plus, comment je veux dire, fortes. Non seulement fortes, mais de plus en plus courantes, je veux dire. N'est-ce pas? Et donc, il faut, par rapport à ça, trouver des solutions. Donc, nous aurons nécessairement des populations à déplacer sur toutes les zones à risque, c'est-à-dire tous les lits de rivières. On n'a pas que Njili. Vous avez Bichakuchaku, qui est aussi un des grands émissaires de la ville de Kinshasa. Vous allez sur la rivière Makelele, vous allez voir tout au long de la rivière Makelele, il y a des habitations sauvages. Vous allez même au niveau de la Gombe, il y a des véritables problèmes de ce type que le gouvernement doit prendre en charge. Et nous n'allons pas reculer devant nos responsabilités parce qu'aujourd'hui, on parle de vies humaines. Ça, c'est une première des choses. La deuxième des choses qu'il faut dire, c'est que la technologie, et là je vous rejoins, la technologie peut nous permettre d'atténuer ce phénomène au travers des choses, au travers du curage, au travers du dragage. Le réseau d'assainissement de la ville de Kinshasa est organisé en caniveaux, en collecteurs, en rivières, jusqu'au niveau de l'exutoire final qui est le fleuve Congo. Et donc, si nous nous organisons pour curer de manière systématique nos caniveaux, nos collecteurs, mais aussi à draguer le fleuve, cela nous permettra de pouvoir, comme je le disais, atténuer les conséquences. Toutefois, tout cela demande aussi des études, parce que nous devons réfléchir sur le nouveau réseau d'assainissement de la ville de Kinshasa. Parce qu'il y a un phénomène, et nous sommes ici tous dans la ville de Kinshasa, il y a à des endroits des gens qui ont bouché les caniveaux, qui ont construit sur des collecteurs. Ça aussi, c'est un phénomène que nous vivons ici à Kinshasa, Bien sûr. de la part de certains de nos compatriotes. Et donc, ces bâtiments qui sont construits sur les collecteurs, malheureusement, doivent être détruits si nous voulons avoir des solutions durables. Les personnes qui ont construit sous les lits des rivières, nous devons les évacuer. Vous comprenez? Et ce n'est qu'à ce prix-là. Je parle bien de prix parce que ça a un coût humain. Ça a un coût en termes de déplacement des populations, ainsi de suite. Et puis, ceux qui ont effectivement construit vont devoir subir aussi les conséquences. Et, comme je l'ai dit, le dragage, et cela, ce sont des décisions qui viendront sûrement à la suite des différentes réunions que nous allons faire
autour du président de la République qui a annoncé des mesures urgentes à prendre par rapport à la gestion de ce phénomène que nous sommes en train de vivre. Alors, dans ce que vous aviez dit, vous avez relevé la transversalité de la question. Évidemment que cela concerne le ministère de l'Urbanisme, le ministère des Affaires sociales, des Affaires foncières plutôt. Nous aurons l'occasion d'étudier la question parce qu'on a parlé des mesures. D'ailleurs, pour les personnes qui sont par exemple sinistrées, on va imaginer comment le reloger lorsqu'on les aura identifiées. Mais si vous avez été dans une zone à risque qui est super exposée, pourquoi vous allez retourner là-bas? Pourquoi retournerez-vous là-bas? Parce que la difficulté que nous avons vécue dans le temps, ce n'est pas que l'État à l'époque n'avait pas essayé de reloger. On a essayé de reloger, mais les personnes préfèrent revenir dans les endroits qui n'étaient pas les endroits sans risque. Alors il y a une part de responsabilité, je dirais partagée. Mais cette fois-ci, dans le cadre, en tout cas, au regard de la fermeté que le président de la République a exprimée, vous, les médias, vous nous accompagnerez lorsqu'il sera décidé d'éraser certains édifices pour nous assurer qu'on a protégé la vie des Congolais. Parce que nous sommes en face des phénomènes imprévisibles qui sont dus aux perturbations climatiques, qui, je rappelle, il n'y a aucun pays au monde qui n'est prêt à y faire face totalement. Ici, il faut, de notre point de vue, saluer, parce que vous avez la possibilité de comparer des situations similaires par les passés, la réactivité, regarder les conditions dans lesquelles très rapidement on a pu reloger les compatriotes qui étaient sans abri. Le ministre de la Santé parlait tout à l'heure de comment les appuyer pour qu'ils soient en mesure de se changer. Ça veut dire que toutes les questions liées à leur prise en charge, on a vu l'intervention de la Fondation de la Première Dame aussi, mais toutes ces choses montrent qu'il y a une volonté de nous assurer que ces compatriotes ne soient pas doublement sinistrés. Et donc, tout ça, ce sont des éléments qu'il faut mettre dans la balance. Monsieur le ministre des Ressources hydrauliques, il y avait des questions qui vous concernent. Merci beaucoup. Je pense que la question est pertinente. La réponse à celle-là est tout à fait simple. Le réseau aujourd'hui est interconnecté, mais la possibilité de le faire restera partielle. Parce qu'il faut avoir la configuration de notre réseau hydraulique. On est en train de parler de l'usine d'Indjili. 330 000 mètres cubes jour. Et cette zone a une zone de couverture qui est dans la partie est. Nous avons la zone ouest où nous avons l'usine aux zones avec 110 mètres cubes et les autres qui n'atteignent même pas ce volume produit journalièrement. Ça veut dire qu'en cas de coupure, tel que nous le constatons, la pression qui est dans la zone ouest ne permettra pas de couvrir tout le réseau et remonter l'eau en substitution à ce qui va manquer. Donc l'équilibre est tout à fait hydraulique, ça veut dire que ce serait une question de pression qui ne nous permettra pas d'atteindre des distances assez élevées parce que ce sont des pompes. Et il y a tout ce que nous avons comme la configuration géographique, les zones, les dénivellements. Ça veut dire que ce problème sera tout simplement un problème de pression qui ne permettra pas de couvrir toute la zone interconnectée. C'est pour cela que la localisation des usines sont correctement étudiées pour couvrir certains périmètres. L'urgence, ce qui peut être fait en urgence, c'est comme nous avons dit, les zones partiellement non couvertes, il n'y aura que la proximité du réseau de mobile d'adduction en eau qui peut être fait. À la question que vous avez évoquée Monsieur le ministre, pardon, vous avez la proximité mobile du réseau d'adduction d'eau. En d'autres termes, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que la zone que nous avons dans la zone est, qui ne sera pas couverte par les 14 communes, parce que la pression que nous avons dans la zone ouest ne va pas supporter toutes les communes qui ne seront pas affectées. Nous allons utiliser, comme nous le faisons, des camions pour aller vers les personnes en manque. Alors, vous avez évoqué le fait que peut-être ça pourrait être il faut des solutions pratiques. Oui, des solutions pratiques sont là et ont donné des preuves. À chaque fois qu'il y avait des inondations ici, on parlait toujours de notre poste de la Funa. Le poste de la Funa était toujours inondé. Mais avec ce que nous avons connu comme situation, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que nous avons désintéressé et commencé à délocaliser les populations qui étaient à proximité de ce poste-là et on a élargi le lit de la rivière. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a des conséquences comme ça, nous trouvons des solutions pratiques qui viennent et qui apportent des solutions. Aujourd'hui, nous ne parlons pas des débordements au poste de Funa. Je pense que c'est dans ce contexte que nous anticipons le fait d'avoir des solutions structurelles. Vous qui parliez justement d'un exemple de ce qui a été fait, je souhaiterais que vous fassiez un reportage sur place, parce qu'on a tiré justement les conséquences des situations vécues antérieurement.
comme pour vous dire que nous sommes un gouvernement qui regarde, mais nous sommes surtout un gouvernement qui pense au futur et qui trouve des solutions. On va prendre les dernières questions en série de mesdames Pascaline Bayo, Grace Nabi. On aura une question en lingala de Fabrice. Comme ça, nous serons en mesure de couvrir tous les sujets. Nous pourrons être en mesure de revenir plus tard parce que c'est une question que nous suivons au quotidien. Chaque fois qu'il y aura des éléments nouveaux, nous reviendrons devant vous. Merci, Excellence. Madame Pascaline Bayo, allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Excellence. Pascaline Bayo pour le compte de Face Télévision. J'ai 2 petites questions. Une question au ministre des Infrastructures et une question pour vous, Excellence. Au ministre des Infrastructures, selon les experts de l'environnement, dans 40 ans, la ville de Kinshasa va subir les inondations en répétition. Étant un ministère des Infrastructures, quelle politique préventive mettez-vous en place face à cette situation sur le plan des infrastructures? Et au ministre Mouyaya, ministre Excellence, chaque année, des inondations causent 2 pertes humaines et matérielles à Kinshasa. Pourquoi les autorités à tous les niveaux ne prennent-elles pas de mesures pour améliorer la situation? Merci. Merci. Merci beaucoup, Excellence, pour la parole. J'aimerais d'abord commencer par saluer le gouvernement qui a été mobilisé. Il n'a pas attendu pour apporter la réponse adéquate aux sinistrés. Mais seulement, je veux savoir quel est le délai prévu pour la prise en charge et l'assistance de ces sinistrés. Pour combien de temps cette assistance sera-t-elle apportée? Aussi, j'aimerais savoir les dispositions concrètes que l'État a-t-il prises pour prévenir en aide aux sinistrés qui ont tout perdu, comme vous avez dit que l'État a aussi sa responsabilité. Les personnes dont les habitations ont été situées dans des zones jugées inappropriées, doivent-ils s'attendre à peut-être une indemnisation? Parce que vous n'avez pas été trop clair. Écoutez, on ne saura pas répondre à toutes les questions ce soir. Parce que, comme vous le savez, nous sommes dans une situation d'urgence. La première urgence nécessitait d'assurer, en tout cas qu'on a évacué les personnes qui étaient les plus exposées au risque, que celles qui devaient être prises en charge au plan sanitaire le sont, et que celles qui malheureusement sont décédées puissent être acheminées dans des structures appropriées. Et donc, lorsque vous dites combien de temps on va les prendre en charge, mais j'ai envie de dire que ça se traitera au cas par cas. Parce qu'il faut d'abord les lister tous. S'il y a 1200 familles, il faut d'abord, en tout cas pour certaines familles, vérifier que tout le monde a répondu à l'appel. Parce que tout à l'heure, je vous disais, il y a une dame qui a dit au président de la République qu'il ne retrouvait pas le trace d'un de ses enfants. Il faut arriver à les retrouver, les regrouper et envisager une forme d'indemnisation parce que les sites dans lesquels ils sont, c'est un site provisoire. Il y a des options sur lesquelles on travaille avec certains partenaires dans la ville de Kinshasa qui ont des camps en cours de construction. On est en train d'envisager la possibilité pour certaines familles qui ne pourront plus être relogées, voir comment les reloger là-bas. Ce n'est pas seulement la question de le reloger, mais il y en a beaucoup qui avaient des activités commerciales parce que le président de la République avait l'occasion d'échanger avec, en tout cas il a échangé avec un bon échantillon de compatriotes. Il faut voir comment redonner vie à leurs initiatives parce qu'ils doivent vivre après. Mais tout ça, ça ne peut pas se faire de manière hasardeuse. Ça doit se faire après un processus d'identification. On les a identifiés, on a situé les problèmes des uns des autres et puis on voit quelle est la réponse qu'on donnera pour apporter un appui pour assurer un redécollage. Parce qu'il ne faut pas non plus dire que le gouvernement prendra tout en charge pour ce qui concerne leur vie et leur avenir, entre guillemets. Donc, c'est juste pour vous donner une indication en termes de l'appui et de l'assistance que le gouvernement va apporter. Alors, Madame Pascaline Bayo, vous avez parlé des dispositions, des inondations. Écoutez, nous sommes en face des situations, des catastrophes naturelles qui sont des situations imprévues. Je n'ai pas de mémoire, peut-être que sûrement les autres l'ont en mémoire, que la rivière Ndjili a reçu autant d'eau des cours d'eau du Congo central. Le ministre d'État des Infrastructures l'a dit tout à l'heure. Ici, les plus importants, c'est comment on répond à des situations de crise. On ne peut pas maudire la pluie. On ne peut pas s'en prendre à la nature. Mais c'est nous, justement, comment nous réagissons quand il y a ces problèmes. Et nous vous avons montré à travers cette crise comment la première ministre qui se trouve
en mission à Abu Dhabi, a nuitamment instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour que des réunions se tiennent déjà dès samedi la nuit, hier dimanche, aujourd'hui lundi, demain mardi, pour que nous analysions tous les aspects de la question. Évidemment, il y aura des expériences qui seront tirées, et dans les expériences qui seront tirées, on situera les responsabilités. Évidemment, la grosse part nous reviendra, ou à la ville, mais aussi les citoyens qui sont le plus exposés devront tirer les conséquences par rapport à la dangerosité de l'environnement qui est les leurs. Je terminerai en disant, les plastiques que nous utilisons, lorsque vous les jetez, il faut toujours regarder parce que parfois vous pouvez être la cause du problème. Monsieur le ministre des Infrastructures. Oui, peut-être à titre de complément, Madame, les études dont vous parlez sont, je dirais, réalistes. Si rien n'est fait et que nous continuons dans cette situation, il est vrai que peut-être que la ville de Kinshasa peut être engloutie dans une quarantaine, une cinquantaine d'années, parce que ce phénomène de pluie, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc il y avait déjà la réponse pratiquement à ce que vous disiez, ce phénomène de pluie va s'accentuer. Et donc, nous devons faire face à ce phénomène de gestion des eaux. Je voudrais rappeler à la population que la ville de Kinshasa, en fait, au départ, le réseau d'assainissement qui avait été construit était construit pour une population qui était estimée à peu près à 500 000 habitants. 500 000 habitants. Et aujourd'hui, nous atteignons pratiquement les 15 millions. Ce qui veut dire qu'il faut absolument procéder à une nouvelle étude. Et c'est ce que le ministère est attelé à faire. Nous avons déjà même lancé l'appel d'offres et nous avons reçu de la part de certaines entreprises sérieuses déjà des réponses pour qu'une étude, vraiment une étude scientifique soit menée pour voir quel est le réseau d'assainissement qui doit être adapté à la nouvelle démographie de la ville de Kinshasa. Passer de 500 à plus ou moins 15 millions, vous pensez bien que le réseau d'assainissement est totalement quelque part un peu dépassé. Donc il faut redimensionner les caniveaux, il faut voir comment améliorer, comment dirais-je, l'évacuation des eaux vers le fleuve, il faut curer, il faut draguer. Donc, et on a parlé tout à l'heure du problème de ces occupations anarchiques. Toutes ces questions doivent être prises en charge et qu'on mette en place une politique qui nous permettra justement d'avoir des réponses pour faire face justement à ce phénomène dont vous parlez. Donc, ça doit passer d'abord par des études sérieuses. Et nous sommes parfaitement conscients de cette réalité, cette étude-là, elle existe. Voilà pourquoi nous avons commandé ces études. Et donc, en fonction de ces études, nous allons mettre en place les politiques nécessaires pour pouvoir répondre de manière, je veux dire, anticipative à tout ce phénomène qui pourrait arriver dans la ville de Kinshasa. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.